Mon frère a passé 20 ans à dire « Vous n'êtes pas ma vraie famille », puis il a tout perdu et a essayé d'installer sa famille dans la maison que je m'étais achetée. Malgré la pression de tout le monde, je lui ai dit non et j'ai fermé ma porte à clé. Si vous m'aviez demandé il y a un an qui me détestait le plus dans ma famille, je n'aurais pas eu besoin d'une seule seconde pour y réfléchir. C'était Colton, mon demi-frère. Il a 31 ans maintenant, juste un an de plus que moi. Et pendant plus de 2 décennies, il a considéré comme un travail à temps partiel de me rappeler que je n'étais jamais sa vraie sœur. L'ironie me fait encore hocher la tête. Il n'a commencé à m'appeler famille que le jour où il a décidé qu'il voulait ma maison. Quand mon père a épousé ma belle-mère, Claire, j'avais 8 ans. J'étais sincèrement aux anges, rêvant d'avoir enfin une mère et un grand frère, d'autant plus que ma mère biologique était décédée quand j'avais 3 ans. Je me souviens avoir pensé que ma vie allait enfin s'améliorer. Ce que j'ai eu en réalité était tout autre chose. Le jour de leur mariage, je me suis approché de Colton en tenant un petit bracelet d'amitié tressé que j'avais fait moi-même, quelque chose sur lequel j'avais passé 2 week-ends entiers, choisissant soigneusement le bleu et le gris parce que c'étaient ses couleurs préférées. Je pensais que ce serait le début de quelque chose. Il l'a regardé pendant peut-être 2 secondes, l'a laissé tomber dans ma main et a dit sèchement « Je ne suis pas ton frère. Ne m'appelle plus jamais comme ça. » Je me vois encore debout dans ma petite robe de demoiselle d'honneur pendant que les adultes autour de nous riaient maladroitement, disant à mon père qu'il était probablement juste nerveux. Il n'était pas nerveux. Il pensait chaque mot, et il a passé les 20 années suivantes à le prouver. À partir de ce jour, il s'est assuré que je sache exactement où je me situais. Si un professeur à l'école nous désignait comme frères et sœurs, il la corrigeait devant toute la classe. Si des parents nous présentaient ensemble lors de rassemblements, il interrompait et expliquait que nous n'étions pas réellement apparentés. Quand ses amis venaient, il me pointait du doigt et disait « C'est juste la fille du mari de ma mère. » Pas une seule fois dans toute mon enfance il ne m'a présenté comme sa sœur. Étant petite fille, j'ai continué à essayer quand même. Je lui demandais de jouer au basket avec moi, de regarder des films, de me laisser l'accompagner au parc. Il disait non ou sortait simplement de la maison sans moi. J'ai même essayé de l'inclure quand mes amis venaient, espérant qu'il finirait par se détendre. Au lieu de cela, il inventait des histoires humiliantes sur moi juste pour faire rire. Comme la fois où il a raconté à la moitié de ma classe de 6e que j'avais été renvoyé de l'équipe de football pour avoir pleuré lors des sélections auxquelles je n'avais même pas participé, ou que je dormais encore avec une veilleuse et une couverture de bébé à 11 ans. Des inventions complètes. Mais il comprenait quelque chose que la plupart des enfants ne réalisent que bien plus tard. Les gens ne vérifient presque jamais. Claire, ma belle-mère, lui disait parfois d'être gentil avec sa sœur, et il répondait instantanément « Ce n'est pas ma sœur ». Claire soupirait, lui disait de baisser la voix et c'était tout. Jamais de conséquences. Mon père me disait toujours que Colton s'adaptait encore au divorce de ses parents et qu'il fallait de la patience. Apparemment, l'adaptation prend plus de 2 décennies. Les choses n'ont fait qu'empirer à la naissance de mon jeune demi-frère Owen. Colton adorait Owen dès son arrivée parce qu'Owen partageait le sang de sa mère. Il disait constamment à Owen qu'il avait un vrai frère et une fausse sœur. Owen était trop petit pour comprendre ce que tout cela signifiait. Mais à force de l'entendre, il est venu me voir un soir et m'a demandé pourquoi Colton me détestait tant. Je n'avais pas de réponse. Personne n'en avait, parce que personne dans cette maison n'abordait jamais rien. Tout le monde voulait juste la paix. Et j'ai appris très tôt que dans notre famille, le confort de Colton importait plus que de le tenir pour responsable. Alors, vers 13 ans, j'ai tout simplement arrêté d'essayer. Au lycée, nous échangions à peine quelques mots, sauf si nous y étions forcés. Pendant qu'il faisait la fête avec ses amis tous les week-ends, je rangeais des étagères et mélangeais de la peinture dans une quincaillerie, mettant de côté chaque chèque de paie. Je voulais partir. Je voulais une vie qui m'appartiendrait entièrement. Colton trouvait cela hilarant. Il se moquait de moi quand je rentrais fatigué le samedi soir, disant que je gaspillais les plus belles années de ma vie pendant que lui vivait vraiment la sienne. Peut-être que de son point de vue, il avait raison. Mes années d'adolescence n'étaient pas glamour. Je n'ai pas voyagé. Je n'ai rien acheté de marque. Je n'ai pas financé une voiture brillante que je ne pouvais pas me permettre. J'ai travaillé. J'ai étudié. Et j'ai économisé. Après le diplôme, j'ai obtenu une bourse pour des études d'ingénierie mécanique,
j'ai travaillé de nuit pendant 4 ans et j'en suis sorti avec un diplôme et presque aucune dette. J'ai décroché un bon emploi dans la conception d'équipements de fabrication et j'ai construit ma carrière pas à pas. Je n'étais pas riche, mais j'étais complètement stable financièrement avant 30 ans. Et plus important encore, je ne devais pas un centime à qui que ce soit. Chaque augmentation et chaque prime allait directement dans l'épargne pour un acompte. Il y a 4 ans, j'ai acheté ma première maison. Ce n'était pas un manoir. 3 chambres, un petit bureau, un jardin décent, un garage qui avait sérieusement besoin de travaux. Elle était plus ancienne, mais elle avait de bonnes fondations, et elle était à moi. J'ai passé presque tous les week-ends pendant 2 ans à la rénover de mes propres mains. Nouveau plancher, une cuisine entièrement rénovée, de la peinture fraîche dans chaque pièce, un jardin réaménagé, et même une terrasse arrière reconstruite qu'un collègue m'a aidé à charpenter. J'ai regardé environ 1 millier de vidéos de tutoriels et j'ai fait environ 1 millier d'erreurs. Mais quand j'ai eu fini, l'endroit était complètement transformé. J'en étais ridiculement fier parce que j'avais gagné chaque centimètre carré à la sueur de mon front. Le premier soir après la fin de la cuisine, je me suis assise sur le nouveau comptoir avec une part de pizza à emporter, j'ai regardé ce que j'avais construit et j'ai un peu pleuré. Des larmes de joie, le genre que l'on mérite. Personne ne m'a aidé à acheter cette maison. Personne ne s'est porté garant. Personne ne m'a donné un seul dollar. Souvenez-vous de cette partie car elle est importante pour tout ce qui suit. Pendant ce temps, la vie de Colton a pris le chemin exactement opposé. Il a épousé Becca et dirigé une entreprise d'aménagement paysager qui a bien fonctionné pendant un certain temps. Entre ses contrats et son salaire, ils auraient dû être à l'aise, mais être à l'aise n'a jamais été suffisant pour Colton. Ils ont loué 2 VUS de luxe. Ils ont rempli une maison de location avec des meubles qui coûtaient plus cher que la rénovation de ma cuisine. Ils prenaient des vacances extravagantes chaque été et publiaient chaque minute avec des légendes sur le fait de vivre leur meilleure vie. Chaque Noël, de nouveaux gadgets et de nouveaux jouets s'empilaient jusqu'au plafond. Chacune des fêtes d'anniversaire de ces 3 enfants semblait coûter plus cher que ma première voiture. Chaque fois que des parents complimentaient ma maison lors de réunions de famille, Colton haussait les épaules et la qualifiait de mignonne pour une femme vivant toute seule. La seule et unique fois où il est venu la voir après mes rénovations. Il a traversé chaque pièce sans offrir un seul mot positif. Puis, juste avant de partir, il a regardé mon salon et a dit, « C'est un peu du gâchis pour une seule personne d'avoir tout cet espace. Tu te marieras un jour et tu déménageras de toute façon. » À l'époque, j'ai classé cela comme une autre de ces petites piques. En y repensant maintenant, je comprends ce qui se passait réellement. Il mesurait l'endroit. Il décidait déjà que cela devrait être à lui. Nous nous sommes à peine parlé après cette visite. Uniquement pour les vacances, et même là, il m'ignorait complètement, sauf si quelque chose de lourd avait besoin d'être soulevé ou si quelque chose de cassé avait besoin d'être réparé. Drôle comme je n'étais jamais de la famille jusqu'à ce que des meubles aient besoin d'être déplacés. Puis l'hiver dernier, tout a changé. L'entreprise d'aménagement paysager de Colton s'est effondrée après qu'il a perdu plusieurs gros contrats commerciaux d'affilée. Au lieu de réduire ses dépenses, il a redoublé d'efforts. Il a refinancé les camions, a maximisé les cartes de crédit et a continué d'insister auprès de tout le monde qu'un grand contrat municipal allait tout redresser. Il n'est jamais venu. L'entreprise s'est complètement effondrée. Les créanciers ont saisi son équipement. Les 2 VUS ont été saisis le même mois et ils ont accumulé près de 5 mois de retard de loyer. Puis un matin, Becca a fait 2 valises, a dit à Colton qu'elle en avait assez de couler avec lui et a déménagé à 3 états de là, chez sa sœur. C'est ainsi que Colton s'est retrouvé au chômage, humilié et seul avec 3 enfants et nulle part où aller. Après l'expulsion, il a fait la chose naturelle et est retourné vivre chez mon père et Claire. Mais leur maison n'a que 4 chambres. Une pour mes parents, une pour Owen, qui était au community college mais rentrait pendant les vacances, et une que Claire utilisait comme sa salle de couture et d'artisanat. Colton et ses 3 enfants se sont donc entassés dans la dernière chambre. Selon mon père, toute la maisonnée était misérable en 2 semaines. Les enfants se battaient constamment car il n'y avait pas d'espace. Colton se plaignait de tout, la nourriture, la pression, la vitesse d'Internet. Il s'attendait à ce que Claire s'occupe des enfants toute la journée pendant qu'il cherchait soi-disant du travail. Des mois ont passé sans aucune entrevue. Pourtant, Claire continuait discrètement de payer l'assurance de son seul camion restant car il ne pouvait pas risquer de le perdre pendant sa recherche d'emploi.
Chaque appel téléphonique avec mon père se transformait en une longue liste de plaintes sur l'épuisement de tout le monde. Je compatissais. Honnêtement, je le faisais, mais je suis resté en dehors de ça. Ce n'était pas mon problème. Puis un samedi après-midi, mon père a appelé et a dit que lui et Claire devaient venir pour discuter de quelque chose d'important. Ma première pensée a été que quelqu'un était malade. Sérieusement, c'est à quel point il avait l'air grave. Au lieu de cela, ils se sont assis à ma table de salle à manger, l'air douloureusement nerveux. Mon père ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Claire s'est éclaircie la gorge et a dit « Nous avons réfléchi à la situation de Colton ». J'ai hoché la tête et suis restée silencieuse, mais le poids qui se formait dans mon estomac savait déjà. Elle a continué « Ta maison a tellement de place, ma chérie ». À la seconde où ces mots ont quitté sa bouche, j'ai su. Je savais exactement où cette conversation allait mener, et j'avais le pressentiment qu'elle allait changer ma relation avec ma famille pour toujours. Claire s'est penchée en avant, les mains jointes sur ma table, comme si elle ouvrait une négociation commerciale au lieu de me demander quelque chose d'énorme. Ton père et moi pensions que peut-être Colton et les enfants pourraient rester ici un petit moment, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je l'ai regardé, puis mon père, qui ne pouvait toujours pas me regarder. Combien de temps durera un petit moment, ai-je demandé. Claire a jeté un coup d'œil à mon père et a haussé les épaules. Quelques mois, peut-être. Cette seule réponse m'a dit qu'il n'avait pas du tout réfléchi à tout ça. Quelques mois pourraient tranquillement devenir un an sans que personne n'y ait jamais consenti. J'ai demandé si Colton avait trouvé un emploi. Mon père a dit doucement non. A-t-il des entretiens actifs quelque part? Ai-je demandé. Un autre silence inconfortable. Claire a finalement murmuré qu'il se concentrait d'abord sur l'installation des enfants, ce qui était une réponse curieuse étant donné qu'il vivait sans loyer avec eux depuis près de 3 mois. Puis Claire en est finalement venue à son véritable point. Elle a dit qu'elle avait en fait une idée différente, une qui pourrait mieux fonctionner pour tout le monde. J'ai su immédiatement que je n'allais pas aimer ça. Peut-être que ce serait plus facile, a-t-elle dit, si tu restais avec nous un moment à la place. Je l'ai regardé en clignant des yeux. J'ai sincèrement cru que j'avais mal entendu. Rester avec vous, ai-je répété. Claire a hoché la tête avec précaution. Juste temporairement, ma chérie. De cette façon, les enfants n'auraient pas à continuer de bouger et ta maison a déjà assez de chambres pour eux 4. J'ai éclaté de rire. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais la demande était si complètement absurde que mon cerveau ne savait pas quoi en faire d'autre. Alors, laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dis-je lentement. Colton ne veut pas rester ici avec moi. Il veut que je quitte ma propre maison pour qu'il puisse s'y installer. Claire a immédiatement essayé d'adoucir la situation. Ce n'est pas comme ça, ma chérie. Alors explique-moi en quoi c'est différent, dis-je. Elle a ouvert la bouche, a fait une pause, et l'a refermée. Mon père a finalement pris la parole. Ma chérie, tu es une seule personne. Il élève 3 enfants. Et puis Claire a ajouté la phrase que je n'oublierai jamais aussi longtemps que je vivrai. D'ailleurs, dit-elle doucement, une jeune femme n'a pas vraiment besoin d'une maison entière pour elle toute seule. Tu te marieras un jour et recommenceras ailleurs de toute façon. Colton a besoin de stabilité maintenant. Je suis resté assise en silence complet pendant un moment. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé autour de la salle à manger. J'avais passé des mois à la rénover. Chaque placard, chaque luminaire, chaque planche de plancher. Je les avais installés moi-même. Je me souvenais de week-ends entiers couverts de poussière de plâtre parce que je ne pouvais pas me payer des entrepreneurs. Je me souvenais de manger des sandwichs de station-service sur un seau de peinture retourné parce que je ne possédais pas encore de table. Et maintenant, ils étaient tous les deux assis à cette même table, me demandant de faire une valise et de partir parce que mon demi-frère avait décidé qu'il méritait ma maison plus que moi. Est-ce que Colton a demandé cela lui-même, dis-je. Je connaissais déjà la réponse avant qu'elle n'arrive. Mon père a soupiré. C'était sa suggestion. Bien sûr que ça l'était. Claire a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. Il est sous tellement de stress en ce moment. J'ai doucement retiré ma main. Claire, il a passé 20 ans à dire à tout le monde que je n'étais pas de la famille. C'était il y a si longtemps, a-t-elle protesté. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'à Noël dernier, sa plus jeune fille a demandé qui j'étais,
et il m'a présenté comme la fille du mari de grand-mère Claire. Pas tante Reine, pas sa sœur. La fille du mari de grand-mère Claire. C'était il y a 7 mois. Aucun d'eux n'a dit un mot. S'est-il excusé pour quoi que ce soit, ai-je demandé. Silence. A-t-il jamais admis une seule fois qu'il m'avait maltraité? Plus de silence. M'a-t-il même appelé lui-même pour demander de l'aide? Mon père a répondu doucement. Non. J'ai hoché la tête lentement. Donc, il ne croit pas me devoir ne serait-ce qu'un coup de fil. Mais il croit que je lui dois ma maison. Le visage de Claire s'est crispé d'irritation. Personne ne te demande de donner ta maison. Vraiment, dis-je. Si je déménage et qu'il emménage sans payer de loyer, sans bail et sans date de fin, comment appelleriez-vous cela exactement? Elle a continué d'insister sur le fait que ce ne serait que temporaire. Mais aucun d'eux ne pouvait définir temporaire. Et je savais exactement comment cette histoire se termine parce que j'en avais lu une centaine de versions. 3 mois deviennent 6, deviennent 1 an, et 1 an devient impossible à défaire parce qu'alors personne ne veut être le méchant qui fait déménager 3 enfants à nouveau. J'en avais assez vu. Je connaissais le scénario par cœur. Alors je leur ai dit calmement et clairement non. Pas peut-être. Pas laissez-moi y réfléchir. Juste non. Les yeux de mon père sont devenus vitreux et il a baissé les yeux sur la table. Claire avait l'air stupéfaite, presque offensée comme si je l'avais giflée. Je pensais que nous t'avions élevé pour aider la famille, a-t-elle dit. Cette phrase a allumé quelque chose dans ma poitrine de plus brûlant que tout ce qu'elle avait dit de l'après-midi. Famille, ai-je répété. C'est un mot intéressant. Où étaient tous ces discours sur la famille quand Colton a passé 20 ans à annoncer à tous ceux que nous rencontrions que je n'étais pas sa sœur? Claire a détourné le regard. Il n'était qu'un enfant à l'époque. Il a 31 ans, dis-je. Les gens changent, a-t-elle insisté. L'avez-vous vraiment vu changer, ai-je rétorqué. Parce que de mon point de vue, la seule chose qui a changé, c'est qu'il a soudainement besoin de quelque chose que j'ai. Mon père a demandé doucement si j'envisagerais au moins de laisser Colton et les enfants emménager pendant que je resterais dans la maison. J'ai secoué la tête immédiatement. Absolument pas. Pourquoi, a-t-il demandé. Parce qu'il ne partirait jamais, dis-je. Claire a froncé les sourcils. C'est une supposition très injuste. Je l'ai regardé directement. Il croit déjà que ma maison devrait être la sienne. Vous ne pensez pas qu'après 6 mois ou 1 an, il déciderait soudainement que les enfants ont besoin de stabilité et ne peuvent pas être déracinés à nouveau? Et que se passerait-il alors? Vous seriez assis à la même table en me demandant d'être patiente un peu plus longtemps parce que les forcer à partir serait cruel. Aucun d'eux n'a répondu parce qu'ils savaient tous les deux exactement comment se déroulerait chacune de ces futures conversations. La personne raisonnable fait toujours des compromis. Telle avait été la règle de notre famille toute mon enfance, et j'étais la personne raisonnable désignée. Claire s'est finalement levée et a lissé sa jupe. « Je suis déçue de toi », a-t-elle dit. « Je suis déçue que vous ayez même demandé », ai-je répondu. Ils sont partis quelques minutes plus tard. Mon père m'a serré dans ses bras à la porte, mais c'était différent, raide, comme s'il savait qu'une ligne avait été franchie et ne pouvait pas décider de quel côté il se tenait. Claire est allée à la voiture sans un autre mot. Je croyais honnêtement que ce serait la fin. J'avais dit non. Il m'avait entendu. La vie continuerait. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. 3 jours plus tard, tout a explosé. J'étais en réunion de conception au travail quand mon téléphone a commencé à vibrer sans s'arrêter. Je l'ai ignoré jusqu'au déjeuner. Quand j'ai finalement vérifié, j'avais 19 appels manqués et plus de 40 messages textes, la plupart provenant de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, certains depuis plus d'1 an. Le premier message disait « Comment as-tu pu faire ça à ces enfants ?» Un autre disait « Je n'aurais jamais pensé que toi, entre toutes les personnes, tu deviendrais si froide. » Un cousin m'a traité de sans cœur. Une tante a écrit qu'elle priait pour que je trouve un peu de compassion. Je suis resté dans la salle de pause, complètement déconcerté, lisant message après message qui n'avaient aucun sens. Puis, confuse, j'ai ouvert les réseaux sociaux pour la première fois depuis des semaines. Tout en haut de mon fil d'actualité se trouvait une longue publication publique de Colton. Il n'a jamais utilisé mon nom. Il n'en avait pas besoin.
Il a écrit sur le fait d'avoir été abandonné par sa femme, de se battre chaque jour pour élever seul 3 enfants, d'être un père célibataire faisant de son mieux dans un monde qui n'aide pas les hommes comme lui. Et puis il a écrit sur une parente riche avec une grande maison presque vide. Quelqu'un qui a refusé de les accueillir parce qu'elle se souciait plus de sa propriété que de son propre sang. Il a affirmé que ses enfants dormaient sur un matelas pneumatique par terre parce que quelqu'un qui prétend aimer cette famille nous a claqué la porte au nez. Cette phrase en particulier m'a fait trembler les mains parce que personne ne s'était jamais présenté à ma porte, pas une seule fois. Il a terminé la publication en écrivant qu'il espérait que ses enfants ne deviendraient jamais aussi froids que certaines personnes de cette famille. Des milliers de réactions, des centaines de commentaires d'inconnus me traitant d'égoïste, de gâté et de sans cœur sans connaître mon nom, mon histoire ou un seul fait véridique. Et le pire, mêlé aux inconnus, se trouvaient mes propres parents qui étaient d'accord avec lui. Des gens qu'il avait personnellement vu me rejeter à chaque occasion pendant 2 décennies agissaient soudainement comme si j'étais obligé de lui céder ma maison parce qu'il avait des enfants et pas moi. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas publié un seul mot. Au lieu de cela, je me suis assis ce soir-là et j'ai pris des captures d'écran de tout. La publication, les commentaires, les réponses des parents, les horodatages, chaque bribe. Quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas fini. Environ 1 heure après avoir terminé, mon téléphone a sonné. C'était Colton. Contre toute once de bon sens, j'ai répondu. Il n'a pas pris la peine de dire bonjour. Tu as embarrassé ma mère, a-t-il lancé. J'ai presque ri. J'ai embarrassé ta mère? Elle a pleuré tout le trajet du retour parce que tu as refusé de nous aider. Non, ai-je répondu. Elle a pleuré parce qu'elle a finalement entendu à quel point la demande était ridicule quand quelqu'un la lui a répété. Son ton est devenu glacial en un instant. Tu es vraiment prête à faire souffrir mes enfants pour une vieille rancune d'enfance? Cela n'a rien à voir avec l'enfance. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que tu me demandes de quitter ma propre maison pour que tu puisses y vivre gratuitement. Il a poussé un long soupir théâtral, comme si j'étais une élève lente qui refusait d'apprendre. Tu n'as même pas besoin de tout cet espace. Tu vis seul. Ce n'est pas à toi d'en décider. Tu es égoïste. Peut-être, dis-je calmement, mais les gens égoïstes ne passent généralement pas 20 ans à dire à quelqu'un qu'elle ne fait pas partie de la famille jusqu'au jour où ils veulent sa maison. Il y a eu un silence pendant 1 seconde, puis il a dit la chose qui, honnêtement, m'a fait sourire dans l'obscurité de ma cuisine. Maman est d'accord avec moi. Cette seule phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il voyait cette fin. Il croyait sincèrement qu'il allait gagner parce qu'il avait passé toute sa vie à gagner dès que Claire s'en mêlait. Chaque dispute, chaque règle, chaque conséquence s'était toujours dissoute à la seconde où sa mère décidait que la paix valait plus que le principe. Malheureusement pour lui, je n'avais plus 8 ans, et ce n'était pas la maison de sa mère pour qu'elle la lui cède. J'ai mis fin à l'appel sans un autre mot. Il n'y avait plus rien à dire. Si Colton croyait vraiment que l'accord de Claire changerait quoi que ce soit, alors il n'avait pas prêté attention aux 15 dernières années de ma vie. Claire pouvait être déçue du lever au coucher du soleil. La déception ne mettait pas son nom sur mon hypothèque. J'ai pensé qu'il bouderait pendant 1 semaine, publierait quelques autres choses vagues en ligne, puis la réalité ferait lentement son travail. Je n'ai jamais eu plus tort de toute ma vie. Le seul point positif de toute cette semaine misérable est venu 2 nuits plus tard lorsque mon téléphone s'est allumé avec un appel d'Owen depuis l'université. Je me suis préparé à une autre leçon de morale. Au lieu de cela, mon petit frère a dit 5 mots dont je ne savais pas à quel point j'avais besoin de les entendre. Je sais que tu as dit non. Il m'a dit qu'il avait vu la publication, qu'il avait vu Colton jouer cette même comédie toute son enfance, et qu'il était désolé de ne pas être à la maison pour dire quelque chose plus tôt. Il a également mentionné, presque en passant, que le chat de groupe familial était devenu étrangement silencieux au cours des 2 derniers jours. Pas un silence de colère. À l'époque, je n'y ai pas beaucoup pensé. J'aurais dû, parce que les gens ne se taisent pas quand ils ont abandonné. Ils se taisent quand ils préparent quelque chose. Le samedi suivant, j'étais dehors en train de tondre ma pelouse quand un VUS a ralenti et s'est engagé dans mon allée. Puis une deuxième voiture s'est garée derrière. Puis une camionnette transportant une petite remorque utilitaire. Mon estomac s'est noué avant même que mon cerveau ait fini de traiter ce que je voyais. J'ai reconnu le VUS. C'était celui de ma tante,
et sortant du siège passager avec des lunettes de soleil et une casquette de baseball, comme s'il s'agissait d'une course décontractée du samedi, se trouvait Colton. Avant que je puisse même éteindre la tondeuse, des portes ont commencé à s'ouvrir tout le long de mon allée et des gens ont commencé à en sortir en tenant des boîtes en carton. Pendant un moment vraiment surréaliste, j'ai pensé qu'il devait collecter des dons pour quelqu'un d'autre dans la rue. Puis Colton m'a repéré, m'a fait un signe comme si nous étions de vieux amis et a crié à travers la cour. Timing parfait. J'ai arrêté la tondeuse et me suis dirigé vers l'allée, essuyant l'herbe de mes mains, complètement certaine que je me trompais sur la situation. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je demandé. « On emménage » a-t-il répondu aussi nonchalamment que si nous avions planifié cela ensemble autour d'un café. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes, attendant la chute. Il n'y avait pas de chute. 2 de mes cousins déchargeaient déjà des bacs de rangement en plastique de la remorque. Une de mes tantes portait des sacs d'épicerie vers mon porche d'entrée comme si elle approvisionnait sa propre cuisine. Et puis Claire est sortie de la deuxième voiture, l'air profondément mal à l'aise. Ses yeux se fixaient n'importe où sauf sur moi. Mon père n'était pas là. C'est la toute première chose que j'ai remarquée, et je l'ai notée avec soin. J'ai demandé à Colton s'il avait complètement perdu la tête. Il a levé les yeux au ciel. Tout le monde en a parlé et nous sommes tous d'accord. C'est la meilleure solution pour les enfants. Qui est le tout le monde, ai-je demandé. Les gens de cette famille qui s'en soucient vraiment. Un de mes cousins a souri maladroitement et a dit qu'ils avaient entendu dire que j'avais changé d'avis après en avoir discuté avec Claire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce que je t'ai jamais dit ça? Son sourire s'est évaporé. Eh bien, non. Est-ce qu'une seule personne ici m'a réellement demandé? Personne n'a répondu. Les boîtes flottaient en l'air. Les yeux ont trouvé le trottoir. Puis Colton s'est approché et a baissé la voix comme on parle à un enfant têtu. Écoute, tout le monde sait comment tu es. On s'est dit qu'une fois que les enfants seraient vraiment là, devant toi, tu arrêterais de te comporter comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris tout le plan. Il n'était pas venu me redemander. Il avait décidé de sauter complètement ma réponse et de laisser un public faire le travail. Il croyait sincèrement que si suffisamment de parents se présentaient avec des boîtes et ses enfants sur ma pelouse, je serais trop embarrassé pour les renvoyer tous. Il avait tout misé sur la honte. Malheureusement pour lui, il avait passé tant d'années à refuser de me connaître qu'il n'avait absolument aucune idée de qui j'étais. Juste à ce moment-là, sa plus jeune fille a tiré sur ma chemise. Elle m'a regardé avec ses grands yeux ronds et a demandé si elle pouvait voir le jardin où ils allaient vivre. Mon cœur s'est fendu en deux, et je veux être honnête à ce sujet parce que rien de tout cela n'a jamais été la faute de ses enfants. Je me suis agenouillé, je lui ai dit que le jardin avait une mangeoire à oiseaux et que peut-être elle pourrait la visiter un jour. Et puis je me suis levé, j'ai regardé chaque adulte dans cette allée et j'ai pris ma décision. Je suis passé calmement devant eux tous, j'ai monté les marches de mon Porsche, j'ai déverrouillé ma porte d'entrée, je suis entré et je l'ai verrouillée derrière moi. À travers la fenêtre avant, j'ai regardé une allée pleine de visages confus se regardant les uns les autres. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. « Oui, Colton » ai-je répondu. « Ouvre la porte » a-t-il exigé. « Non. Arrête de faire une scène. C'est toi qui essaies d'emménager dans une maison qui ne t'appartient pas. Je suis dans mon propre salon. » Il a expiré bruyamment dans le téléphone. « Les enfants sont dehors dans la chaleur. Alors tu devrais les emmener quelque part qui t'appartient vraiment. » Sa voix a commencé à monter. « Tu vas sérieusement faire ça devant tout le monde? » « Oui, dis-je, je le ferai. » Il a raccroché. Environ 5 minutes plus tard, des coups forts, puis des coups plus forts. Puis la voix de Claire à travers la porte, demandant si nous pouvions tous s'il vous plaît en parler calmement comme des adultes. J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir sur le porche et je l'ai refermée derrière moi, me positionnant carrément devant pour que personne ne puisse se faufiler. Claire avait l'air épuisée. « Ma chérie, commença-t-elle. »« Ne fais pas ça, dis-je, ne m'appelle pas ma chérie pendant que tu es devant ma maison en aidant quelqu'un à s'y installer après que je t'ai déjà dit non 3 fois en face. » Toute son expression s'est effondrée. Elle a admis doucement que le plan avait été l'idée de Colton depuis le début, mais a insisté sur le fait qu'elle n'était venue que parce qu'elle espérait que voir toute la famille réunie pourrait adoucir mon cœur. Je lui ai posé une question.
Si je me présentais chez toi avec une remorque pleine de mes meubles après que tu m'aies dit non, que ferais-tu? Elle n'a pas répondu. Colton a répondu pour elle. C'est complètement différent. Comment, ai-je demandé. Parce que tu n'as pas d'enfant. Et voilà encore. Chaque argument, peu importe où il commençait, atterrissait toujours au même endroit, comme si le fait d'avoir des enfants donnait automatiquement à un homme le droit à la propriété des autres. Comme si mes 12 ans de double service et de poussière de plâtre ne pesaient rien face à ces mauvaises décisions. Je me suis avancé jusqu'au bord de mon porche et j'ai regardé tout le monde dispersé dans mon allée, tenant toujours des boîtes comme des figurants en attente d'instructions. Laissez-moi vous demander quelque chose à tous, dis-je. Est-ce que quelqu'un ici a demandé si Colton avait offert de payer un loyer? Silence. Est-ce que quelqu'un a demandé s'il contribuerait d'un seul dollar aux charges? Plus de silence. Est-ce que quelqu'un a demandé combien de temps il prévoyait de rester? Ma tante s'est éclaircie la gorge et a admis doucement qu'ils avaient tous simplement supposé que ce ne serait que pour quelques mois. Je me suis tourné vers Colton. Combien de temps? Il a croisé les bras. Jusqu'à ce que je sois financièrement stable, peu importe le temps que ça prendra. 6 mois, ai-je demandé. 1 an? Rien. 2 ans? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin, car son silence répondait pour lui. Et chaque personne dans cette allée l'a entendu. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de date limite. Il y avait seulement l'attente qu'une fois qu'il serait à l'intérieur, le faire sortir deviendrait mon problème, mes frais de justice, ma réputation, mon combat. J'ai regardé directement mes 2 cousins qui tenaient encore ces boîtes. Vous avez tous les 2 porté ça jusqu'ici parce que vous croyez que j'avais accepté. Je n'ai jamais accepté. J'ai dit non à mon père et à Claire 3 fois distinctes, en personne et par écrit. Colton le savait quand il vous a appelé. Les 2 cousins ont lentement reposé les boîtes sur la remorque. L'un d'eux a marmonné des excuses et n'a pas voulu croiser mon regard. Le visage de ma tante était devenu pâle. Elle s'est tournée vers Colton. Est-ce que c'est vrai? Colton s'est instantanément mis sur la défensive. Les mains en l'air. Elle déforme tout. C'est ce qu'elle fait. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert la conversation texte avec mon père datant de 10 jours plus tôt et l'ai tendu à ma tante. Les messages étaient là, noir sur blanc. Mon père me demandant de reconsidérer. Moi refusant. Mon père demandant à nouveau. 2 jours plus tard, moi refusant à nouveau en phrase complète, sans aucune ambiguïté. Pas de malentendu, pas de signaux contradictoires, juste le mot non encore et encore, poliment et clairement. Ma tante a lu toute la conversation en silence. Puis elle a levé les yeux vers Colton pendant un long moment, m'a rendu mon téléphone et, sans dire un seul mot, a ramassé les sacs d'épicerie qu'elle avait posés sur mon porche et les a ramenés à sa voiture. C'est à ce moment-là que le vent a tourné et tout le monde l'a senti. Un par un, les parents ont commencé à recharger tranquillement tout dans les véhicules. Personne ne discutait plus avec moi. Personne ne me demandait de reconsidérer. Personne ne voulait même regarder Colton parce que chacun devenait de réaliser la même chose en même temps. Ils n'étaient pas venus ici pour aider un père désespéré. Ils avaient été recrutés comme accessoires dans une campagne de pression et on leur avait menti sur mon consentement pour les faire monter dans leur voiture. Colton a vu son public se dissoudre et il a complètement perdu le contrôle. Il a commencé à crier que tout le monde l'abandonnait, que sa propre famille le laissait sans abri. Il a traité mes cousins de lâches. Il m'a accusé d'avoir tout orchestré, de l'avoir humilié exprès devant ses enfants. Il s'en est même pris à Claire et a crié qu'elle ne s'était jamais battue pour lui comme une vraie mère devrait le faire. Et c'est là que quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais, en 30 ans, cru voir. Claire a élevé la voix plus fort que je ne l'avais jamais entendue de toute ma vie. Assez. Toute l'allée est devenue silencieuse. Même les enfants se sont figés. Elle s'est retournée et a regardé directement son fils. Elle nous a dit non il y a des semaines. J'aurais dû respecter cela la première fois qu'elle l'a dit. C'est terminé. Colton a fixé sa mère comme si elle avait parlé une langue étrangère. Tu prends son parti. Claire a fermé les yeux une seconde, et quand elle les a rouverts, elle a soudainement paru faire son âge. Je prends le parti qui est juste.
Pour la première fois depuis que j'avais 8 ans, on ne demandait pas à la personne raisonnable de céder pour maintenir la paix. Il n'avait fallu que 22 ans et une allée pleine de parents embarrassés pour qu'elle en arrive là. Colton a regardé autour de lui, attendant, sincèrement, attendant que quelqu'un s'avance et le défende. Personne n'a bougé. Mes cousins ont chargé les dernières boîtes sans un mot. Ma tante était assise dans sa voiture, la porte fermée. Même ses propres enfants se tenaient tranquillement près de la remorque, sentant que quelque chose d'énorme venait de changer. Alors, il a fait la seule chose qu'il savait faire. Il a redoublé d'efforts. Il a pointé son doigt vers moi et a crié que j'avais retourné tout le monde contre lui. Que j'avais attendu toute ma vie pour me venger parce qu'il ne m'avait jamais accepté comme sa sœur. Et j'ai presque ri parce qu'après tout, il avait finalement dit la vérité par accident. Tu as raison sur une chose, dis-je. Tu ne m'as jamais accepté comme ta sœur, et c'est exactement pourquoi rien de tout cela n'a de sens. Il a froncé les sourcils, décontenancé. J'ai continué avant qu'il ne puisse se reprendre. Pendant plus de 20 ans, tu as dit à tout le monde que je n'étais pas de la famille. Tu as corrigé les professeurs. Tu as corrigé les parents. Tu as corrigé tes propres enfants quand ils ont fait une erreur et m'ont appelé tante reine. Tu as travaillé dur pendant des décennies pour t'assurer que pas une seule personne sur cette terre ne nous considère comme frères et sœurs. Et puis, à la seconde même où tu as eu besoin d'une maison gratuite, soudainement je suis de la famille. Alors, qu'en est-il, Colton? Suis-je ta sœur ou non? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. 22 ans de certitude et il ne pouvait pas produire un seul mot. C'est ce que je pensais, dis-je. Juste à ce moment-là, la voiture de mon père s'est garée le long du trottoir. Il avait été à l'épicerie et à en juger par son visage alors qu'il sortait et observait la remorque, les boîtes et le silence, il a compris immédiatement que tout s'était passé exactement comme il le craignait. Il est venu directement vers moi et m'a demandé doucement si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien, mais que cela ne pourrait plus jamais se reproduire. Il a hoché la tête et a ensuite fait quelque chose qui, honnêtement, m'a plus surprise que tout ce que Claire avait fait. Il s'est tourné pour faire face à tous ceux qui se tenaient encore dans mon allée et leur a dit la vérité à voix haute. Il a dit que lui et Claire m'avaient demandé de reconsidérer à plusieurs reprises et que j'avais clairement refusé à chaque fois. Il a dit que je n'avais jamais donné à personne de raison de croire que Colton pouvait emménager. Et surtout, il a dit que laisser Colton croire le contraire avait été leur erreur, la sienne et celle de Claire, pas la mienne. Entendre mon père dire cela devant toute la famille a complètement changé l'atmosphère. Les quelques parents qui semblaient encore incertains ont soudainement compris toute la situation. Colton n'avait pas mal compris ma réponse. Il l'avait entendu, l'avait ignoré et avait parié qu'une pression publique suffisante me ferait céder. Mon cousin le plus âgé a secoué la tête lentement et a dit, « Colton, tu nous as dit qu'elle avait accepté. » Colton n'a pas nié. Il ne le pouvait pas. Au lieu de cela, il s'est mis à pleurer, de vraies larmes cette fois. Pas la comédie de l'appel téléphonique. Et pendant un bref instant, debout sur mon porche, j'ai sincèrement eu pitié de lui. Perdre son entreprise, sa femme, sa maison, tout en un an. Cela briserait presque n'importe qui. Puis il s'est essuyé le visage, m'a pointé du doigt une dernière fois et a crié que tout cela était de ma faute. Que si j'avais agi comme une famille pour une fois dans ma vie, rien de tout cela ne serait arrivé. Et toute la sympathie qui se formait dans ma poitrine s'est évaporée sur le champ. J'ai regardé au-delà de lui, vers chaque adulte dans cette allée, et j'ai posé une dernière question. La même question que j'attendais de poser depuis que la première boîte était sortie de cette remorque. Si l'un de vous croit vraiment qu'il mérite une maison gratuite, pourquoi aucun de vous n'a-t-il offert la sienne? Personne n'a parlé. Pas une seule personne. Ma tante a étudié son volant. Un cousin a marmonné quelque chose sur le fait que son bail n'autorisait pas plus d'occupants. Un autre a dit qu'ils avaient déjà 4 enfants à la maison. Chaque excuse était parfaitement raisonnable. Chacun d'eux avait une raison tout à fait valable pour laquelle leur propre maison était hors de question. Ils ne pouvaient tout simplement pas expliquer pourquoi la mienne ne l'était pas. 10 minutes plus tard, chaque boîte était de retour sur la remorque. Chaque porte était fermée et chaque véhicule a quitté mon allée un par un. Colton est monté dans la dernière voiture sans me regarder. Un homme qui était arrivé avec une armée et qui repartait sans un seul soldat. Et alors que la remorque disparaissait au coin de la rue, je suis resté seul sur le porche de la maison que j'ai construite de mes propres mains,
j'ai tourné la clé dans ma propre porte d'entrée et je suis rentré à l'intérieur.